7h42. Et si la viande de cheval retrouvée dans nos lasagnes était le fruit d'un infâme complot fomenté par la CIA ou qui sait même les extraterrestres, c'est bien le genre de fantasme qu'on pourrait lire sur Internet ou entendre au comptoir d'un bistrot depuis le 11 mars, pas seulement, mais enfin en tout cas depuis le 11 septembre, plutôt 2001, jusqu'aux Illuminati, en passant par les formations. Eh bien, les théories du complot se développent, se multiplient, font florès et font les centaines et des centaines de pages sur Internet. Alors, sommes-nous tous crédules face à ces légendes, et quand nous le sommes, pourquoi le sommes-nous? C'est un danger contre lequel nous met en garde aujourd'hui le sociologue Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Votre livre La démocratie des crédules, titre déjà qui apparaît presque comme un oxymoron, paru chez Fayard, décrypte léché au Presse universitaire de France, vous voyez, décrypte les mécanismes qui mènent du doute à la croyance dans ces mythes contemporains. Vous décortiquez dans cet ouvrage le mécanisme d'information, de réception et de propagation du mensonge, et vous vous posez une question que l'on peut résumer ainsi: la société de l'information, la nôtre, a-t-elle noyé notre esprit critique, et surtout, est-elle au fond un gros danger pour notre démocratie? Ben oui, parce que la démocratie des crédules, je disais, c'est presque un oxymoron, enfin ça n'en est pas un, mais a priori c'est quand même un énorme paradoxe, puisque la démocratie permettant à tout le monde de s'exprimer, ben voilà, c'est un beau et bien charmant système. Qu'est-ce que Gérald Bronner? Ben oui, c'est toute l'introduction et le sujet paradoxal du livre, c'est qu'on aurait pu penser, évidemment, le destin, disons, de l'humanité et de la croyance sont intimement liés. On aurait pu penser, certains l'ont pensé et l'ont écrit même, au siècle des Lumières, qu'avec le progrès de la connaissance, qu'avec la diffusion démocratique en effet de l'information et l'élévation globale du niveau d'études, on allait voir disparaître à l'horizon l'empire des croyances. Or, c'est un peu tout l'inverse qu'on observe dans notre contemporanéité. Des superstitions, la superstition allait disparaître. Voilà, superstitions, toutes sortes de croyances bizarres, même les idéologies politiques. Il faut relire ce que Paul Bert disait à propos de l'administration d'État, etc. On a plein de témoignages de nos prédécesseurs qui ont cru que croyance et connaissance étaient comme des vases communicants. Ce que la connaissance gagnait, la croyance le perdait. Or, les rapports, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Alors, mais par exemple, ce qu'il y a de tout à fait essentiel, à mon avis, dans ce que j'essaie de pointer dans le livre, c'est que il s'est produit quelque chose d'absolument historique pour l'humanité, c'est ce que j'appelle la révolution sur le marché de l'information. Cette révolution, en fait, elle tient en deux axes. Le premier, c'est ce que tout le monde a constaté, la massification exponentielle et non sélective de la diffusion de l'information. Alors, juste quelques chiffres qu'on puisse se rendre compte. Certains chercheurs ont montré qu'au début des années 2000, s'est diffusé plus d'informations que depuis la création ou l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, par exemple, l'humanité a créé 150 exabits de données, ce qui est proprement cyclopéen. Qu'est-ce que c'est qu'un exabit? Alors, un exabit de données, c'est beaucoup de données. Je sais plus, il y a beaucoup de zéros derrière le chiffre, si vous voulez. Sont des masses cyclopéennes d'informations en 2005. Mais en 2010, il s'en est créé 8 fois plus. Donc, on a vraiment une progression exponentielle de l'information. Et alors là, évidemment, ça a un impact très fort sur la façon dont on se saisit l'information, dont on peut trier ou pas. C'est-à-dire que notre univers cognitif ou informationnel est devenu un dédale, c'est devenu un labyrinthe mental dans lequel nos contemporains ont du mal, moi y compris, à s'y retrouver. Et le deuxième point fondamental, c'est que n'importe qui, et ça c'est une grande nouveauté dans l'histoire, peut proposer une idée en quelque sorte, peut proposer son point de vue sur le marché des idées. Auparavant, il fallait écrire un article, faire de la radio comme vous, ou faire de la télévision. C'est-à-dire que la porte de l'offre sur le marché des idées était très très étroite et nous étions très peu à pouvoir proposer notre point de vue. Aujourd'hui, même si nous maîtrisons très mal le langage, nous pouvons toujours cliquer j'aime, par exemple sur Facebook, et c'est déjà l'expression d'un point de vue. Et on peut aussi cliquer j'aime pas. Ah bah pas sur Facebook, mais effectivement, en tout cas sur les forums, on peut vous le pointez ça, vous dites que c'est un problème, c'est qu'on a effectivement le cliquage du j'aime, on a rarement le cliquage du j'aime pas. Eh ben écoutez, oui, c'est presque c'est un symptôme inquiétant de notre société. C'est un symptôme intéressant parce qu'en fait, ce que cette massification de la diffusion de l'information organise ou ce qu'elle favorise, c'est ce que nous appelons, nous les sociologues, le biais de confirmation. Alors qu'est-ce que c'est le biais de confirmation? C'est la tendance que nous connaissons tous, quand on est croyant, quand on a une idée, quelle qu'elle soit, à plutôt fréquenter des univers mentaux qui vont dans le sens de nos croyances. Par exemple, si vous êtes de gauche, vous allez avoir tendance à lire plutôt, je suppose, Libération ou l'Humanité ou que sais-je. Si vous êtes de droite, vous allez fréquenter Le Figaro ou Valeurs Actuelles. Donc en fait, nous ne cherchons pas à tester nos connaissances ou l'impression que nous avons des connaissances sur le monde par des informations contradictoires qui pourraient nous enrichir, mais nous cherchons plutôt à creuser un sillon préétabli. Donc,
plus il y a d'informations sur un marché des idées, plus la probabilité de chance que vous trouviez au moins une information qui confirme votre croyance est importante. Et le moteur de recherche que nous utilisons tous, Google, tel qu'il est organisé... Oui, mais il n'est ni de droite ni de gauche, le moteur de recherche. Absolument, a priori. mais nous le sommes. Nous le sommes. Nous avons notre propre sensibilité et cette sensibilité, selon que nous croyons aux extraterrestres ou pas, selon que nous ayons un sentiment religieux ou pas, selon que nous soyons écologistes ou pas, va aiguiser notre recherche pour aller chercher l'information qui va confirmer notre croyance. Mais une information que l'on veut trouver. Une information que l'on veut trouver. Je voudrais que vous expliquiez un peu plus encore, c'est quand même cette question de croyance. Dans votre livre, vous montrez donc qu'Internet favorise la croyance plus que la connaissance. C'est Internet, c'est Dieu? Internet, c'est certainement pas Dieu, c'est justement, c'est nous. En fait, Internet, c'est personne. Internet, ça n'existe pas en tant que soi. C'est juste une somme d'interactions individuelles très complexes. C'est pour ça que je propose d'utiliser la métaphore, si ça ne choque personne, du marché. C'est une sorte de marché des idées. Il y a des gens qui offrent des idées et d'autres, entre guillemets, qui les achètent, c'est-à-dire qu'ils vont les endosser. Et cela crée des effets, parce que comme vous le savez, le marché n'a pas que des vertus. Il crée beaucoup d'effets pervers et il y a un certain nombre d'effets pervers. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ce marché des idées, tel qu'il est organisé, c'est-à-dire en fait totalement désorganisé, est-ce qu'il est favorable à la connaissance ou plutôt défavorable à la connaissance et favorable à la croyance? Oui, parce que déjà, il y a un piège tout de même dans le vocabulaire. Quand vous dites, au fond, Gérald Bronner, que grâce à Internet, ou vous disons même sans dire le grâce, que Internet produit de l'information, il faudrait dire que derrière le mot information, il produit aussi de la désinformation. Voilà, alors une information, je la juge de façon neutre. Une information, c'est une donnée, après elle peut être vraie ou fausse. Une donnée, on va dire. Alors ensuite, selon qu'elle soit vraie ou fausse, on peut les classer en connaissance ou en croyance. Mais il n'y a pas que les croyants qui m'intéressent. Il y a surtout, comme vous l'aurez remarqué, les indécis. C'est-à-dire, c'est là où c'est le plus dangereux, parce que quelqu'un qui croit en quelque chose, qu'il ait une information A ou non A, ça va pas souvent changer son point de vue. Si vous êtes de gauche ou vous lisez un article de droite, vous n'allez pas devenir de droite automatiquement. Nous avons quand même une forme de libre arbitre, enfin en tout cas je l'espère. C'est beaucoup plus problématique pour les indécis. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de point de vue arrêté, que sais-je, sur les OGM, le nucléaire ou sur la télépathie, etc., qui va se servir d'Internet, eh bien, j'ai fait un test tout à fait simple. J'ai regardé qu'est-ce qui sort dans les 30 premiers sites que propose Google sur tel ou tel sujet, par exemple télépathie, astrologie, etc. Sachant que la plupart de nos contemporains, plusieurs enquêtes... L'astrologie, c'est intéressant dans votre livre. Oui, plusieurs enquêtes ont... L'astrologie, par exemple, oui. Ben voilà, donc on sait qu'on va pas au-delà des 30 premiers sites. Donc la simulation que j'ai faite est à peu près crédible et elle est réaliste. Eh bien, pour l'astrologie, on trouve plus de 90% de sites qui sont favorables à la croyance. Mais si je tape astrologie sur Google, je vais tomber sur 90% de sites sur les 30 premiers. Voilà, même sur les 100, puisque j'ai essayé aussi sur les 100. Donc je vous invite à le faire. Si vous tapez même le monstre du Loch Ness ou d'autres croyances farfelues de ce genre, vous allez vous apercevoir que les croyants ont réussi à instaurer une forme d'oligopole, c'est-à-dire une domination du marché un peu paradoxale. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus motivés que les non-croyants. Et tout marché fonctionne comme ça. Comme Internet est un marché de l'offre, il est hypersensible à la motivation des offreurs. Et nous vivons dans un monde, tout simplement, où les croyants sont plus motivés que les non-croyants. Oui, vous voyez ce que vous voulez dire. Au fond, si l'on croit à ces choses farfelues comme le monstre du Loch Ness, moi, je peux vous prouver l'existence des chevaux, je ne peux pas vous prouver l'existence ou la non-existence de la licorne. Absolument. Voilà bien le problème de toute connaissance. C'est un exemple introductif, en effet. Et le problème de la connaissance, c'est qu'elle peut prouver éventuellement que quelque chose existe. Il est beaucoup plus difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. On pourrait dire pour la licorne, par exemple, on n'en a jamais vu. Mais plus on n'arrive pas à prouver ce qui n'existe pas, plus cela va évidemment conforter ceux qui ont des croyances dans certaines choses fausses. Ou absolument. Cela génère mécaniquement un espace, je dirais, un terrain royal pour tous les croyants. Car que disent les croyants en général? Mais vous savez, la science, c'est parfois trompé, la science est une connaissance provisoire, ce qui est exact, et il joue sur ce caractère provisoire de l'énoncé scientifique pour imaginer que peut-être on pourrait inférer un certain nombre de choses et vous ne pouvez pas démontrer évidemment l'inexistence de ces allégations. Mais alors comment ça marche pratiquement? Par exemple, comment se fait-il qu'il y a encore effectivement sur de très nombreux sites les théories qui consistent à dire qu'au fond, oui, le 11 septembre n'a pas existé, ou s'il a existé, qu'il est un complot absolu des forces sionistes, la CIA, que l'on critique, on dément les thèses des avions sur le Pentagone. Comment ça existe ça? Justement, comment ça peut surtout perdurer? Cette révolution du marché de l'information est très favorable à ce genre de théorie. Pourquoi?
Bien, tout simplement d'abord parce qu'elle confère une épaisseur argumentative. Je m'explique. Auparavant, prenons une rumeur du complot dont on a peut-être tous entendu parler. On a dit par exemple qu'une célèbre marque de cigarettes était affiliée au Ku Klux Klan. Cette marque de cigarettes... Oui, puis que sur le paquet on voyait les voilà. K, que le logo rouge exactement. faisait le KKK. Vous vous rappelez de ça, ouais, c'est la preuve de cette collusion serait les 3 K qui apparaîtraient sur ce marché, sur ce paquet de cigarettes. Plus une cigarette de cow-boy. Voilà, on a entendu parler de ça, mais il n'y avait pas d'autre argument que cela. Donc en fait, on traitait cette information avec ironie, on y croyait, on n'y croyait pas, mais remarquez qu'on ne devenait pas militant pour faire en sorte que le Ku Klux Klan abandonne cette marque de cigarettes. C'était une information, on y adhérait très très conditionnellement, quand bien même y adhérions-nous. Pour le 11 septembre, j'ai une de mes étudiantes s'est donné pour tâche de dénombrer le nombre d'arguments. Là, on parle pour le Ku Klux Klan, un seul argument. Pour le 11 septembre, on en dénombre une centaine. Certains relèvent par exemple de la sismologie ou de la physique des matériaux, etc. Autant d'arguments qui, en fait, sont faux quand on les vérifie un à un. Mais ils relèvent de très nombreuses, disons, disciplines différentes, et cela constitue une intimidation argumentative pour le non-croyant. Ce qui fait que le non-croyant a généralement beaucoup moins d'arguments que le croyant. D'ailleurs, vous aurez remarqué que si vous discutez avec quelqu'un qui croit au 11 septembre, enfin, qui croit au complot du 11 septembre, il a toujours quelques arguments à vous opposer, alors que la plupart du temps, le non-croyant hausse les épaules, sourit, mais supposez que vous soyez l'indécis et que vous soyez témoin de cette conversation. Lequel des deux trouverez-vous plus convaincant? Eh bien, vous trouverez probablement le croyant plus convaincant. Ce que permet Internet, c'est de faire une agrégation de ces arguments par la technique du copier-coller. Tout simplement, on peut dire que c'est devenu une forme d'incubateur de mythologie contemporaine. Oui, c'est-à-dire que le problème, il est qu'on ne peut pas arriver à prouver nécessairement, dans le temps d'une conversation de bistrot, qu'il n'y a pas eu complot. D'abord parce que vous n'auriez pas eu, en tant que non-croyant, la motivation d'aller consacrer du temps à cela, mais quand bien même vous le feriez si vous étiez vraiment face à un vrai complotiste du 11 septembre, il aurait tellement d'arguments que vous ne pourriez pas tous les défaire. Vous auriez peut-être quelques contre-arguments, mais il dirait dans l'ensemble, tout ne peut pas être faux. Et ça, c'est un des slogans contemporains. Tout n'est peut-être pas vrai, mais tout ne peut pas être faux. Qu'est-ce qui est à mettre en cause aussi, entre autres, en l'occurrence, la façon dont justement les sites internet référencent les informations, les données que vous lui demandez, en fonction de logiciels, d'algorithmes très complexes que vous écrivez dans le livre. Bon, les vrais algorithmes de Google demeurent secrets, mais on sait que tout ça tient sur quelque chose qu'on appelle le PageRank. Le PageRank, c'est la façon dont les sites renvoient les uns aux autres. Donc c'est un très bon algorithme, hein, mais cela relève aussi de la popularité du site. Donc vous voyez bien qu'il y a un effet un peu pervers là-dedans. Plus un site est populaire, plus il va être haut dans la hiérarchie de Google, et plus il va avoir tendance à creuser un sillon narratif qui peut être parfaitement mythologique. Alors quelle est si on peut le dire comme ça, la quantité de crédulité qui, à terme, menacerait tout de même on va dire quoi, les équilibres démocratiques, parce que vous dites, et vous avez beau essayer de dire que dans votre livre que vous êtes plutôt optimiste, quand on finit et quand on referme votre livre, on n'a pas le sentiment que l'optimisme soit au rendez-vous. Ça veut dire que de plus en plus on est soumis à croire, tous, y compris ceux qui ont promis de vérifier l'information, nous journalistes, qu'il y a enfin que c'est une société de l'enfumage, quoi. Bon, disons, il y a encore beaucoup de vrai, beaucoup de connaissances, heureusement, dans tout ça. Y a-t-il un complot pour nous faire croire au complot, Justement, non, il n'y a pas de complot. C'est un effet involontaire, c'est un effet de marché, ce qu'on appelle, nous autres, les sociologues, des effets émergents, c'est-à-dire des effets pervers. Justement, je ne tombe pas du tout dans l'interprétation complotiste. Vous dites que le diagnostic pourrait quand même paraître effrayant, là, le diagnostic, à mon avis, est effrayant, il est sévère, mais il est nécessaire. Si on veut, je veux dire, comprendre le bras de fer qui se joue en ce moment entre la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance, je pense que la partie n'est pas perdue. Mais en tout cas, le combat est bien engagé pour l'instant en faveur de la démocratie des crédules. Prenez par exemple le thème du complot qu'on vient d'évoquer. Auparavant, nous savons tous les spécialistes savent que ces thèmes étaient réservés à une forme de radicalité politique. On était conspirationniste à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Or, on constate, et pour plein de thèmes de ce genre, que ces éléments conspirationnistes ont essaimé dans la population, je dirais ordinaire, monsieur tout le monde, a une petite idée. D'ailleurs, sondage après sondage, on voit bien que, y compris les mythes du 11 septembre, commencent à prendre une proportion très importante. Alors la France n'est pas le pays le plus touché, mais en Allemagne, par exemple, ou même aux États-Unis, et pire encore dans les pays du Moyen-Orient, on peut le comprendre, puisque ces mythes sont américanophobes d'une certaine façon. Et auparavant, même la thématique, les thématiques du complot touchaient plutôt des groupes assez marginaux, les gitans, etc. Et
aujourd'hui, le cœur de cette thématique, c'est quoi? C'est un autre nous-mêmes, ce sont les États-Unis la plupart du temps, et au sein des États-Unis, la CIA. La CIA derrière tous les complots. La CIA génère les fantasmes. Absolument. Et donc, en fait, c'est quand même l'expression d'une forme de détestation par les Occidentaux de leur propre monde. Et beaucoup plus inquiétant que toutes ces histoires conspirationnistes, même si c'est inquiétant d'un point de vue politique. On le voit avec, par exemple, on a parlé de Chavez, là, il y a quelques minutes. Chavez était un conspirationniste. Bébé Grillo, voilà. Et on retrouve dans son discours beaucoup de thèmes conspirationnistes. Donc on voit bien que ces thèmes-là essaiment dans une forme maintenant d'espace politique ordinaire. Plus inquiétant, à mon avis encore, sont toutes les croyances qui se diffusaient massivement chez nos concitoyens, alors qu'auparavant elles étaient là aussi confinées à des espaces de radicalité, que sont les croyances technophobiques, c'est-à-dire les croyances de peur des nouvelles technologies, et qui, par exemple, incitent un certain nombre de nos concitoyens à ne pas faire vacciner leur enfant. On a une baisse de la couverture vaccinale. Il y a un exemple que vous citez sur la rougeole. Absolument. En 2 mots. Et ou sur l'hépatite, c'est encore plus patent. Alors, cette baisse de la couverture vaccinale, elle est due à quoi? Encore une fois, elle est due à l'agrégation d'un certain nombre de croyances qui se diffusent, qui prétendent être scientifiques, et qui ne le sont pas. Non, mais c'est ce que je dis, parce qu'il y a quand même un jour sur revue scientifique de renom et à laquelle on pourrait penser qu'elle est infaillible, article d'un scientifique disant qu'éventuellement la vaccination contre la rougeole provoquerait et serait le moteur de l'autisme, et c'est l'hépatite en fait. Mais on a des arguments de ce genre. Et du coup, on note une baisse des vaccinations et une mise en danger des enfants jusqu'à ce qu'un jour l'information soit à nous démentie par à nouveau les scientifiques. Elle l'a été, et par The Lancet. Mais le dégât est fait. Il y a une rémanence de l'information qui fait que cette information, en fait, elle demeure et elle est toujours disponible. C'est comme vous savez, ces mails qu'on a d'enfants qui ont disparu. Et en fait, ce sont des mails qui datent d'il y a 6 ou 10 ans. L'enfant est déjà mort. D'ailleurs, c'est souvent très macabre. Et les gens croyant bien faire continuent à diffuser l'information. Évidemment, encore une fois, l'enfer étant pavé de bonnes intentions. Mais là, pour cette histoire de vaccin, effectivement, tous les démentis ont été faits. L'article a même été retiré de The Lancet. Ça, c'est, disons, la procédure habituelle de la science. La science peut se tromper. Il y a rien de scandaleux là-dedans. Mais simplement, le problème, c'est que l'accélération du traitement de l'information est telle qu'on ne laisse plus le temps naturel de la science de revoir ses propositions, de revenir sur elles. L'information se diffuse dans le grand public. Elle a un impact, et en l'occurrence un impact sanitaire, car ce recul de la couverture vaccinale, comprenez bien que ça va occasionner des milliers de morts, à coup sûr, statistiquement, dans les prochaines générations. Gérald Bronner, pour conclure cette première partie, on peut donc dire tout de même qu'on ne peut plus parler ni évoquer la sagesse des foules? Il y a les deux. La sagesse des foules existe, mais la déraison des foules existe aussi. Et c'est un sujet qui est très incarcéré idéologiquement. Il y a ceux qui pensent que les foules sont toujours idiotes, et il y a ceux qui pensent qu'elles sont toujours intelligentes. Moi, j'essaye de montrer que ça dépend des cas. Nous revenons à 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier, et vous avez bien sûr le livre de Gérald Bronner en main, Brice. Et je l'aime beaucoup. Question, qu'est-ce que l'idéologie ? C'est un filtre qui permet de ne conserver que les informations susceptibles de conforter les préjugés de départ. Dans La connaissance inutile, en 1988, le regretté Jean-François Revel écrivait « Nous humons et soupesons dans un fait nouveau, moins son exactitude que sa capacité à servir ou desservir un système d'interprétation, un sentiment de confort moral, un réseau d'alliances. » La vérité devient donc secondaire. Je cite à nouveau Revel, « Un fait n'est ni réel ni irréel, il est désirable ou indésirable », constatait-il désabusé. Revel, en essayiste exaspéré par les aveuglements de son temps, soulevait la question à laquelle vous tentez de répondre, vous, avec les outils conceptuels sophistiqués de la sociologie empirique et de la science politique. Pourquoi sommes-nous si crédules, si facilement séduits par des bobards ? Alors même que nous disposons sur l'état de notre société et du monde d'une masse d'informations bien supérieure à celle à partir de laquelle les dirigeants politiques eux-mêmes, il y a seulement 30 ou 40 ans, devaient s'appuyer pour gouverner. Votre livre est d'une grande richesse, il comporte bien des hypothèses et les vérifie à l'aide de bien des exemples pris dans l'actualité la plus troublante. Mais il me semble que le cœur en est fourni par la formule suivante, je vous cite, « La concurrence sert le vrai, trop de concurrence le dessert ». Vous considérez les informations disponibles comme un marché, le marché cognitif. Sur ce marché, la concurrence entre les fournisseurs d'informations est utile parce qu'elle pousse ces fournisseurs à améliorer la fiabilité de leurs informations. Mais lorsque cette concurrence se débride, elle contraint les plus sérieux à suivre sous peine de perdre leur clientèle. C'est, disons, l'effet Internet. Souvenons-nous de l'hilarant roman d'Evelyn Waugh, Scoop.
qui narre comment un reporter en herbe invente de toutes pièces une guerre civile dans un pays imaginaire de l'Est africain. Journalistes et diplomates du monde entier sont envoyés pour couvrir un pseudo-événement dans une ville qui n'existe pas. Son nom signifie « je ne sais pas » dans la langue locale, et c'était la réponse d'un autochtone à un géographe qui ne parlait pas la langue. Chacun est donc entraîné à inventer. Vous l'écrivez. Personne ne veut prendre le risque de ne pas traiter cette croustillante information. C'est exactement ce qui se passe avec les rumeurs. Vous en disséquez alors quelques-unes par le menu, comme des véritables cas d'école, les attentats du 11 septembre évidemment, mais aussi la fausse mort de Michael Jackson. Connaissiez-vous la fausse mort de Paul McCartney ? Absolument, oui. Oui. Parce qu'il n'avait pas de chaussures sur Abbey Road, et donc comme il y a dans la chanson He blew his mind out in a car, il y avait tout dans mon lycée, on racontait Paul McCartney était mort dans un accident de voiture, et en fait c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est le seul qui soit survivant des Beatles. Enfin c'est un détail. Non, il y a aussi Ringo Starr. Donc ces attentats du 11 septembre et la mythologie qui s'est créée vous donnent l'occasion de développer le concept que j'aime beaucoup du millefeuille argumentatif, le rassemblement hétéroclites d'hypothèses loufoques piochées dans des champs de savoir variés permet de brandir l'argument « tout ne peut pas être faux ». Or c'est précisément cette sédimentation que permet et que favorise Internet. Car voilà bien le paradoxe de notre époque. Les professionnels de l'information que nous sommes, qui savent vérifier, sont devenus les otages des fabricants de rumeurs. Vous le montrez très bien à l'aide de quelques exemples qui feront grincer des dents parce qu'ils sont souvent politiquement incorrects. La rumeur de la vague de suicide à France Télécom sous l'effet de la concurrence déchaînée dans les télécoms, alors que le taux de suicide dans cette compagnie était inférieur à la moyenne nationale et égal à ce qu'il était avant sa privatisation. La pseudo-démonstration reprise par le Nouvel Obs et ensuite par toute la presse, par des rats, de la dangerosité des OGM, alors que la communauté scientifique tout entière a dénoncé ces expériences d'un militant anti-OGM, Seralini. Mais les questions les plus graves que soulève la démocratie des crédules, votre livre, porte à mon avis sur notre démocratie elle-même. La transparence que tout le monde réclame n'a-t-elle pas tendance à miner le socle de croyances partagées sans lesquelles il ne peut exister de confiance réciproque ? La démocratie participative est-elle un mythe dans la mesure où, comme vous le montrez, les groupes sociaux sont très aisés à manipuler ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr, commentaires, réactions, Gérald Bronner. Mais écoutez, c'est une chronique très profonde, comme souvent avec Brice Couturier d'ailleurs. Comme tous les jours. Non, pas tous les jours. Absolument. Oui, bien sûr, il pointe quelques points que nous avons déjà évoqués. Le thème de la concurrence est particulièrement intéressant parce que je pense que cette concurrence entre les diffuseurs d'informations, elle est profondément démocratique. Il pourrait y avoir un grand malentendu dans ce livre en soupçonnant, par exemple, que je ne suis pas un démocrate convaincu. D'ailleurs, je m'en excuse par avance 2 ou 3 fois, peut-être une fois ou deux de trop. D'ailleurs, vous êtes un amoureux de la démocratie. Absolument. Oui, vous le dites à plusieurs reprises, même dans le corps du livre, et tout en même temps, au fond, laissant apparaître un scepticisme. Oui, mais comme ces sujets sont incarcérés idéologiquement, si vous voulez, la plupart de ces thèmes sont traités de façon très manichéenne. C'est-à-dire, vous êtes pour ou contre l'intelligence collective, par exemple la démocratie participative, et à plusieurs moments dans le livre, je suis amené à dire, c'est-à-dire à préciser techniquement les choses. Je pense que ce ne sont pas des choses et à préciser pourquoi vous faites le livre. Absolument. Mais je pense que ce ne sont pas des choses qu'on doit résoudre avec les catégories du bien et du mal. On doit d'abord essayer de les résoudre avec les catégories du vrai et du faux, si c'est possible. Sur la question de la concurrence, par exemple, je dois dire que, évidemment, c'est profondément démocratique. Nul ne voudrait, en tout cas pas moi, vivre dans un pays où l'État contrôlerait l'information, où il y aura un monopole cognitif, comme d'ailleurs il y a encore dans certaines dictatures, et comme il y a eu même en France, à l'époque où, par exemple, la télévision était sous tutelle étatique. Tout le monde s'en souvient encore. Mais le problème, c'est qu'effectivement, à un certain taux de concurrence, on a l'impression que la fiabilité de l'information, elle décroît. On a l'impression que les médias traditionnels, qui sont pas plus pervertis qu'auparavant, sont pris dans une sorte de dilemme, en réalité. Prenez l'affaire Terry Jones. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce pasteur. Le pasteur Terry Jones est un hurluberlu, d'ailleurs accusé en Allemagne. Il est aux États-Unis au moment des faits que j'évoque, mais il est accusé en Allemagne de malversation, etc. C'est un trouble individu. Il a une trentaine de personnes qui le suivent. Eh ben, cet individu va devenir une vedette mondiale et va même occasionner des morts par sa folie. En brûlant le Coran. Absolument. Il prétend qu'il va brûler le Coran à la date du 11 septembre 2010. Et pour cela, évidemment, personne n'aurait parlé de lui. Mais il fait une page Facebook et très vite, il y a 11 000 fans.
Alors certains médias américains, minoritaires au départ, flairent le bon client, comme on dit. On va le faire parler, c'est un hurluberlu, puis ça va peut-être creuser un sillon de, je sais pas moi, d'anti-islamisme qui peut exister aux États-Unis. Et très vite, évidemment, grâce à Internet, cet individu va devenir une vedette mondiale, au point que même Libération ou des journaux français lui consacrent 1 ou 2 pages. Et c'est là l'illustration du dilemme de la concurrence. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, s'est senti obligé de parler de ces individus qui n'avaient aucune représentativité politique ou religieuse, simplement parce que les autres en avaient parlé. Et de quelle façon? Jusqu'à émouvoir les chefs d'état-major américains, notamment en Afghanistan, parce que évidemment ça a suscité toutes sortes de passions là-bas, dont d'ailleurs ça a occasionné quelques morts. Donc c'est une affaire extrêmement malheureuse et qui est très illustrative de ces problèmes de la concurrence. Mais là, vous mettez en cause aussi tout de même la question du journalisme dit traditionnel par rapport au journalisme d'Internet. C'est-à-dire que vous dites qu'au fond, il y a tout de même, et dans notre profession, un manque parfois de précaution vis-à-vis de ce qui surgit comme rumeur par rapport à Internet, et qui fait d'ailleurs du coup que nous sommes très mal cotés aujourd'hui dans l'opinion sur justement la confiance que l'on doit nous faire. Vous rappelez, et puis donc du coup que pour les Français, dans 63% des cas, les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis du pouvoir politique, 58% face aux pressions de l'argent. Enfin voilà, qu'il y aurait comme presque un suivisme et un manque d'autonomie, et peut-être qui c'est une perte de la qualité journalistique qui consiste à vérifier des informations, qui ne le sont peut-être moins du fait de ce qu'on appelle le buzz Internet. Absolument. Notamment l'affaire Terry Jones. Est-ce qu'il faut qu'on remette nos pendules à l'heure? Mais absolument, je pense que les médias devraient se concerter entre eux, surtout pas sous la tutelle d'un politique. J'envisage pas du tout des lois de type liberticide en réalité, mais d'abord pour leur propre sauvegarde, j'ai envie de dire, parce que en fait avant il y avait toutes sortes de conventions implicites entre les journalistes. Par exemple, on ne traitait pas des affaires privées des hommes politiques. Vous vous rappelez par exemple la célèbre affaire Mitterrand et sa fille cachée, donc on connaît tous maintenant, mais il y avait une convention, on dit que le tout Paris connaissait cette histoire, je pense que c'est vrai effectivement, mais il y avait une convention entre les journalistes pour ne pas le traiter. Déjà dire le tout Paris induit quelque chose de l'ordre de la connivence et du complot. Déjà, tout à fait. En l'occurrence, il y avait une sorte de complot contre la vérité. Les journalistes, pour servir l'idée qu'ils se faisaient de l'intérêt général, avaient convenu implicitement entre eux de ne pas dire que le président de la République avait une fille cachée. Et ça a tenu pendant des années jusqu'à ce que Mitterrand, je crois, accepte l'idée qu'on diffuse l'information. Il lève lui-même, donne le ton et l'autorisation. C'est que les photos de match ont été négociées. C'est comme ça, dit-on, voilà, que les choses se sont passées. Aujourd'hui, combien de jours croyez-vous qu'une information comme ça tiendrait? Absolument pas. Et c'est par cette pression concurrentielle qu'on peut sans doute expliquer le phénomène de pipolisation de la politique. Rappelez-vous les tromperies, les pseudo-tromperies présidentielles avec Sarkozy et puis sa femme Carla Bruni, dont on disait qu'elle était avec un chanteur, etc. Benjamin Biolay. Absolument. Comment tout cela a commencé? Ça a commencé par des tweets sur Internet, des suspicions, etc. Personne n'y croyait vraiment, tout le monde savait que c'était faux, mais tout le monde se sentait au moins sur le mode de l'ironie, obligé de traiter cette affaire. Donc il y a véritablement une contamination de l'information orthodoxe par ce qu'on appelle le buzz. Brice. Alors précisément cette affaire de médias orthodoxes et de médias hétérodoxe et le suivisme des uns par rapport aux autres. Il y a une affaire, il y a un cas d'école qui cristallise véritablement ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est l'affaire Boudis-Allègre. Souvenons-nous comment une rumeur lancée par un type extrêmement peu fiable, Allègre, tueur, etc., concernant un homme politique de premier plan, Dominique Baudis, finit par provoquer dans les médias les plus influents, les plus orthodoxes, je parle du Grand Quotidien du Soir, toute une série d'articles. Et les journaux de 20h. Et les journaux de 20h de TF1 et de France 2. Tout le monde suit, tous les journalistes suivent, dans une rumeur complètement abracadabrantesque, comme dirait Jacques Chirac, impliquant un homme politique, des soirées effrayantes, des meurtres d'enfants. Enfin, on est vraiment dans la sorcellerie moyenâgeuse. Comment se fait-il que les médias orthodoxes, comme vous dites, se croient obligés de suivre ces médias hétérodoxes que sont des buzz sur Internet, des rumeurs du tout Paris, alors qu'ils ont une tradition, surtout un quotidien comme Le Monde, de sérieux, d'enquête, etc. Comment on en est arrivé à cette surenchère dans la dénonciation de quelque chose qui est totalement inexistant? Gérald Bronner. Oui, mais c'est comme quand vous avez par exemple un cessez-le-feu.
Un cessez-le-feu qui impliquerait plusieurs groupes. Il suffit qu'un seul de ces groupes commence à tirer et tout le bassin s'enflamme, si vous voulez. Auparavant, je le redis, il existait des conventions implicites. Le problème, tout simplement, c'est que ce pouvoir, qui est le pouvoir médiatique, dont on dit quelquefois qu'il est le quatrième pouvoir, n'est pas du tout encadré par une institution, sauf le CSA qui a quasiment aucun pouvoir. Je veux dire, pourquoi ne pas penser, par exemple, à un pouvoir de pair, comme les médecins, comme les avocats. Je ne sais pas si ce pouvoir devrait être doté de sanctions. Ce que je crois, c'est qu'il doit être absolument autonome, évidemment, de la sphère politique, mais des élections entre pairs, quelque chose comme ça. D'autres corporations qui ont un grand pouvoir l'ont mené. Peut-être que ça pourrait, c'est une porte d'entrée pour sortir de ce dilemme. Mais il faut comprendre aussi que les médias traditionnels sont livrés à une concurrence économique aussi. On sait aujourd'hui que les journalistes, par exemple, sont très sensibles au nombre de clics sur leur article. Auparavant, personne ne savait quel article avait été aimé ou pas aimé, à part le courrier des lecteurs éventuellement. Mais aujourd'hui, on peut cibler, je dirais de façon chirurgicale, article par article, quels sont les thèmes qui vont être porteurs. Et qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée une indexation de l'offre sur l'anticipation de la demande. C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qui va plaire au public. Et ce qui va plaire, c'est ce qui inquiète. Absolument. Et ça a toujours été comme ça, évidemment. Alors, on connaît ça, les marronniers, mais ça amplifie. C'est la fascination pour le mystère, le complot, c'est une fascination assez oui, puis alors ça va probablement s'amplifier, car il existe aujourd'hui des sociétés qui ont développé des algorithmes pour, si vous voulez, mettre en exergue les buzz sur les réseaux sociaux. Quels sont les thèmes dont on parle sur les réseaux sociaux avant qu'on en parle dans les médias orthodoxes? Or, il y a toute une série de médias qui se sont, d'après les déclarations en tout cas des propriétaires de cette société, abonnés à cet algorithme. C'est-à-dire que, y compris à Radio France, je crois, vous allez avoir des informations sur le buzz, sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que vous allez en tenir compte, mais la tentation va être là. Et je suppose qu'à un moment donné, une maison qui comprend des centaines de journalistes, eh bien, va voir, non pas parce que les journalistes sont plus pervertis que les autres, mais parce que la tentation humaine, cette tentation de traiter des informations avant les autres. Et tout cela va entraîner, encore une fois, une indexation de l'offre d'informations sur ce qu'on présuppose de la demande. Et raccourcit le temps théoriquement normal de la vérification de l'information, du fait de recouper des informations. Alors en plus, tout ça, faut pas l'oublier, ça s'appelle de la démagogie. Quand l'offre s'indexe sur la représentation de la demande, c'est une forme de démagogie cognitive. Et en effet, en plus, cette accélération de la concurrence, elle réduit mécaniquement le temps de vérification de l'information, ce qui est dramatique quand on parle d'informations de type technique ou scientifique, et dès lors qu'on s'intéresse à des questions de risque, car on sait que la temporalité de la science n'est pas du tout celle du traitement médiatique. Ainsi, tous les jours, on entend, ici ou ailleurs, que tel produit serait cancérigène, tel produit serait dangereux. En réalité, 3 mois, 6 mois ou 1 an après, on s'aperçoit que cette alerte n'avait pas de sens, mais il est trop tard, le mal est fait. Le sillon de l'inquiétude est creusé et est venu des hypochondriaques collectivement. Vous le disiez, pas de démocratie sans liberté de l'information. Mais trop de concurrence dans le domaine de l'information tue cette information. Reste que, aujourd'hui, vous le montrez très bien, surtout en France, la démocratie est en crise par manque de fiabilité des élites, disons comment s'appelle ce bouquin Vous voulez dire quoi? Par manque de fiabilité, en tout cas, des informations. Manque de confiance, voilà, la société de confiance, voilà, c'est ça. Le manque de la société de défiance. On va chercher ce bouquin, la société de défiance, qui montre très très bien, enquête d'opinion à l'appui, que la France est de tous les pays d'Europe celui où le taux de confiance des citoyens entre eux et des citoyens envers leurs institutions est le plus faible de toute l'Europe. C'est extravagant quand on y pense. On n'est quand même pas une démocratie en crise. Mais si on l'est à cause de ça, il y a une espèce de suspicion généralisée des Français entre eux, parce qu'on a du mal à anticiper les réactions d'autrui comme on le faisait autrefois, parce qu'on a du mal à croire à aux vérités que nous disent nos dirigeants. Donc on se dit, puisque la démocratie est en crise, c'est Rosan Vallon, disons, il y a des solutions, par exemple la démocratie participative. Or, ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est que vous critiquez ces options qui pourraient être des sauvetages de la démocratie, parce que vous montrez notamment ce truc étonnant qui est l'effet de cascade. Lorsqu'un groupe possède peu d'informations et de compétences, ils ont tous tendance à suivre un leader d'opinion qui paraît mieux informé, qui ne l'est pas nécessairement, et qui est plus militant que les autres, et qui, de ce fait, paraît plus compétent. Et c'est vrai qu'on observe aussi ça. Donc si la démocratie est en crise d'un côté et que la démocratie participative n'est pas une solution non plus, qu'est-ce qui nous reste? Gérald Bronner. Alors voilà, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain en soi. Il existe des processus de démocratie délibérative et participative qui créent vraiment une plus-value.
Songez par exemple à la mutualisation de la connaissance. On sait que grâce à Internet, entre autres, là, essayons d'en dire un peu de bien tout de même, c'est un outil formidable, on sait que par exemple certains symptômes de maladies rares ont pu être repérés. Auparavant, votre médecin ou même les spécialistes ne pouvaient pas, comme ça, mutualiser un certain nombre de données. Donc, on sait aussi, par exemple, qu'il y a un jeu qui s'appelle Foldit. Vous savez, c'est un jeu qu'on peut jouer comme ça sur Internet, sur lequel on peut jouer, et on manipule des molécules, et il y a des découvertes qui ont été faites. En fait, tout simplement, cette démocratie délibérative ou la mutualisation des efforts va être productif à partir du moment où on va être dans des registres exploratoires, par exemple, où on va mutualiser des informations. Mais dans un certain nombre d'autres cas, cela conduit à la catastrophe, car ce qui peut se produire aussi, c'est la mutualisation de l'erreur et non pas de la connaissance. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans ces processus, et qui sont à l'œuvre aujourd'hui, il y a un grand programme du CNRS qui a été lancé par un collègue, mais qui est entre autres aussi un militant, un élu écologiste, vous voyez, sur la démocratie participative. On nous demande de réfléchir à ces questions. Ce que l'on veut, c'est intégrer des citoyens à toute force dans des comités avec des scientifiques et mettre sur le même pied d'égalité la parole du citoyen et du scientifique. Ce qui me semble assez impossible, car je crois qu'on ne décrète pas à l'applaudimètre les réalités scientifiques, on va pas voter sur la valeur de pi. C'est l'avènement du citoyen expert. Voilà, c'est l'avènement du citoyen expert qui s'adosse en fait à une forme de relativisme en réalité, à un affaissement de l'autorité de la parole scientifique dans l'opinion publique. Alors ça pourrait ne pas poser de problème dans un certain nombre de cas, mais on sait très bien, ceux qui, comme moi, ont travaillé sur le fonctionnement du cerveau quand ce cerveau est socialisé, on sait que dans un certain nombre de cas, notre cerveau fonctionne, si je puis dire, assez mal. Et notamment lorsque nous sommes confrontés à des questions d'incertitude, de représentation des probabilités, quand des coûts et des bénéfices, par exemple d'une innovation technologique, sont impliqués, nous commençons à dérailler. Le problème, c'est que si on nous met ensemble, nous déraillons collectivement et nos conclusions nous apparaissent frappées au coin du bon sens alors qu'elles le sont au coin de l'irrationalité. Mais est-ce que cela veut dire, au fond, Gérald Bronner, que vous noteriez aujourd'hui que ce qu'il nous manquerait le plus, c'est d'exercer tout simplement ce qu'on appellerait l'esprit critique? Alors absolument, à condition de bien le définir. Car aujourd'hui, ceux qui se revendiquent de l'esprit critique, de la pensée critique, ne font généralement se livrent à l'exercice de déconstruction du réel, des propositions du réel, ce qui peut sembler utile, mais derrière cela, il ne reste plus qu'une forme de nihilisme mental. Il n'y a pas aucune reconstruction. Or, moi j'ai appris, quand j'ai fait un peu de philosophie, que l'esprit méthodique, c'est certainement la pensée critique, oui, c'est-à-dire déconstruire des propositions orthodoxes, mais aussi apprendre à reconstruire avec méthode un certain nombre de discours sur le réel. Or, je crois qu'il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Cette méthode, elle existe. Ça s'appelle la méthode scientifique. C'est par exemple les tests épidémiologiques, les tests statistiques, les tests en double aveugle, etc., qui nous permettent de quoi? De mettre à distance les limites fondamentales qui pèsent sur notre rationalité. Alors, tous ceux qui, justement, scandent l'esprit critique, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ou les relativistes, ce qu'on appelle la nouvelle philosophie des sciences, elle ausculte au microscope les dérives individuelles qui ne manquent pas d'exister, chez Pasteur ou autre. N'importe quel individu est traversé, si vous voulez, par des compulsions idéologiques, religieuses. Seulement, ramener la découverte qu'il produit à ses caractéristiques individuelles, ça n'a pas beaucoup de sens, car en réalité, la science est une production collective. Un énoncé ne devient véritablement scientifique que quand il a été en effet publié, donc il est passé par le crible, le tamis d'un certain nombre d'évaluations, mais ça ne suffit pas. Il faut encore le jugement des pairs, les interactions avec les pairs, et c'est pourquoi un énoncé scientifique se désincarcère en quelque sorte. Le processus scientifique, c'est la désincarcération d'un énoncé de ses considérations individuelles. C'est pourquoi les énoncés scientifiques tendent vers une forme d'universalité. Ils sont vrais, la loi de la gravitation est vraie pour des Chinois comme pour des Occidentaux. Elle est vraie aujourd'hui, elle était vraie il y a 2000 ans, elle le sera encore dans 3000. Alors je vous propose d'écouter l'extrait d'un petit film, un film de 52 minutes, tout à fait extraordinaire, qui a pris au fond au pied de la lettre l'idée qu'il y a eu un complot, notamment pour faire croire à ce que les Américains étaient allés vraiment sur la Lune et que ça n'est pas la vérité, que la vérité c'est que, commandé par la CIA, Stanley Kubrick aurait mis en scène dans les studios à Londres cet atterrissage sur la Lune des cosmonautes américains. Le film d'Alexis Carrel est extraordinaire sur ce plan-là parce qu'il va jusqu'au bout de cette logique et à tel point que même si l'on sait que tout de même les cosmonautes sont allés sur la Lune, la force de son film pour montrer comment on peut manipuler les images et faire croire vrai ce qui est faux est tout à fait fascinant. Extrait de Opération Lune du camarade Carrel. Je lui ai dit à M. Nixon, c'est très dangereux aux États-Unis de mentir. On ne peut pas montrer une supercherie comme ça dans une démocratie. Trop de gens parleraient. C'est vrai, c'est grotesque. Alors il a dit presque tristement, allez-y quand même.
Rumsfeld propose d'aller personnellement négocier avec Stanley Kubrick. Il s'envole le soir même avec Henry Kissinger pour l'Angleterre. Kubrick, surpris, trouve l'idée amusante, mais commence par refuser. Rumsfeld insiste. On ne vous demande qu'une chose, nous laisser les clés du studio pendant un week-end. Le temps de tourner un petit bout de film et faire quelques photos, tout sera remis en place avant lundi matin. Kissinger le flatte. Dr. Folamour est un des films préférés de Nixon. Kubrick finit par accepter. Le faux tournage aura donc lieu en Angleterre dans les studios de la MGM près de Boreham Wood. L'équipe de tournage sera extrêmement réduite. Les 2 techniciens et les 2 figurants seront des agents de la CIA. Tous dignes d'une confiance absolue, ne devront avoir ni femme ni enfant ni la moindre attache familiale. Ils signeront un contrat où ils s'engagent à ne jamais rien révéler de cette histoire. Une fois le tournage terminé, ils devront disparaître. Mais Stanley Kubrick était un perfectionniste. Devant le peu de professionnalisme de l'équipe de la CIA, il se force à contre-cœur à superviser le tournage du faux film des premiers pas sur la Lune. Mais il précise à Rumsfeld et Kissinger, « Dès lundi matin, je compte sur vous pour disparaître à jamais de ma vie. » Voilà l'extrait du film de William Carell, j'ai retrouvé son prénom, Opération Lune. Le canular est une antidote à la crédulité? Il est à la fois une antidote à la crédulité. Souvenez-vous des dégâts d'Orson Welles, notamment à la radio, avec les Martiens. Oui, il est à la fois, effectivement, une fois qu'il est dévoilé, une forme d'antidote à la crédulité, en tout cas un bon contre-exemple, mais en même temps, on voit bien que chaque canular, lorsqu'il est bien monté, fonctionne. Et en fait, ce qui est très intéressant avec celui que vous avez mentionné, il est très connu, et il se trouve... Il est très facile à trouver sur Internet, je veux dire, il faut vraiment regarder absolument ça. C'est un moment jubilatoire. Absolument, en se souvenant, bien sûr, en le regardant, qu'il s'agit de ce qu'on appelle un fake, c'est-à-dire un faux. Hein. Mais vous trouvez, alors là aussi, des groupes sur Internet, donc des groupes comme la Société de la Terre plate, car oui, ça existe, il y a des individus ils sont rares, je dois dire, mais enfin quand même, c'est plus illustratif, mais ils existent, ils pensent que la Terre est plate, et évidemment, ils ont fait leur régal de ces allégations sur lesquelles on n'a pas marché sur la Lune, car si on avait marché sur la Lune et que les photographies qu'on a prises de la Terre montrent bien qu'elle est sphérique, ça réduit à rien leur croyance, si vous voulez. Donc, il y a une rémanence de cette information, quand bien même elle a été, voilà, c'est bien là tout le problème, c'est que même quand un canular a été démasqué en tant que canular, il demeure, il est rémanent sur la toile, et il se trouve toujours des individus qui ont un intérêt à croire que cela est vrai. Je trouve que cet exemple que vous avez donné est particulièrement éclairant parce que on voit bien là... C'est tellement jubilatoire quand on voit le film. C'est ce que j'appelle dans le livre l'effet Othello. Qu'est-ce que c'est l'effet Othello ? On a tous lu cette pièce de Shakespeare. C'est simplement quelqu'un qui va, ou en tout cas on en connaît le scénario, c'est quelqu'un, Othello, qui va finir par assassiner sa femme alors qu'il l'aime éperdument, tout simplement parce qu'il y a un traître qui va mettre en scène un certain nombre d'éléments pour rendre crédible une conclusion. Votre femme vous trompe, qui auparavant était non crédible. Eh bien, justement, ce que fait ce réalisateur, c'est prendre un énoncé complètement loufoque. On n'a pas marché sur la Lune et tout ça c'est filmé par Stanley Kubrick. Seulement, au début, si on vous propose cette conclusion, vous n'allez pas y croire. Mais si on vous y amène étape par étape, en rendant crédible chacun des témoignages avec en plus une musique bien sentie, etc., toute une mise en scène, vous allez être là victime en fait de l'effet Othello, c'est-à-dire qu'on va creuser pour vous un sillon narratif qui va rendre la conclusion plus crédible qu'elle n'aurait pu l'être. Il y a d'ailleurs eu des expériences faites là-dessus par Tversky et Kahneman. Kahneman, c'est le prix Nobel d'économie en 2002. Ils ont proposé toutes sortes de conclusions loufoques à des individus, leur ont demandé si c'était vrai ou faux. Bon, la plupart du temps, considéré comme que ça n'allait pas survenir, mais en précédant ces conclusions d'une narration, en expliquant comment on pourrait arriver à ce terme, évidemment, il y avait des taux de croyance qui étaient très supérieurs. Et ce qu'organise, entre autres choses aussi, aujourd'hui, notre marché de l'information, c'est un effet Othello permanent. Brice Couturier. Il y a un journal qui a comme accroche sur sa une « Grattez-vous l'oreille gauche en demandant le journal de Mickey, votre buraliste comprendra ». Ce journal, il s'appelle Parano Magazine et il a pour slogan « Si nous n'avons pas de preuves, c'est qu'ils sont très forts ». Et vous dites à un moment dans votre livre, il est possible à des scientifiques d'expliquer que quelque chose n'existe pas, mais il est impossible de démontrer que quelque chose existe. Il y a eu un bouquin de philo il y a quelque temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui essayait de montrer que Napoléon n'avait jamais existé, par exemple. Et c'est effectivement impossible d'établir avec certitude que quelque chose existe. Alors, ce journal que je recommande vraiment à nos auditeurs, Parano Magazine, s'amuse à fantasmer les théories du complot. Il s'en moque, évidemment, hein, c'est pas pour les endosser, mais elles sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et hélas, parfois, on a le sentiment que la réalité dépasse la fiction, parce que certaines des rumeurs absurdes qui sont amusées, dont Parano Magazine s'amuse, on les trouve sur
sur Internet au premier degré ensuite, parce qu'il y a évidemment des gens qui les reprennent. Oui, ben c'est un des effets paradoxaux du canular, ce dont on parlait tout à l'heure, mais ça, en même temps, ça peut nous faire réfléchir sur le rapport qu'entretient la rationalité à la croyance. Car dans le fond, ces croyances qu'on trouve loufoques parce qu'on sait fausses, elles sont d'une certaine façon très crédibles, parce qu'elles sont adossées à un système argumentatif de plus en plus épais, ce que vous avez rappelé, que je proposais d'appeler le millefeuille argumentatif. Et cela me permet de pointer tout de même quelque chose. Dans mon esprit, crédulité et bêtise ne sont pas du tout liées. Je n'ai aucun mépris pour les croyants. C'est ce que vous dites bien dans votre livre. Hein. Il ne s'agit pas notamment, de dire que le peuple serait bête. Absolument. Mais on pourrait le croire comme ça, ne serait-ce que sur le titre du livre qui est un peu provocateur volontairement. Mais j'insiste là-dessus car en plus, ce serait contre-descriptif d'une certaine façon, car nous avons toute une série de données qui montrent que le niveau d'études n'est pas du tout corrélé à une forme de rationalisme. En d'autres termes, quelquefois, plus on a fait d'études, plus on a de chances de croire au pouvoir psychique de l'esprit, à endosser toutes sortes de croyances technophobiques, de méfiance vis-à-vis de ceci ou cela. Donc en fait, c'est un problème, encore une fois, très passionnant pour le sociologue que je suis. Alors justement, sociologie. Parlons sociologie, ça m'amène un peu à la partie universitaire chiante de ce débat. Je m'en excuse auprès des auditeurs. Mais vous nous écrivez, si nous croyons ce que nous croyons, c'est que nous avons de bonnes raisons de le faire. Et ça montre que vous vous inscrivez dans une sociologie qui est celle de Boudon. Absolument. Et non pas celle de Bourdieu. Alors, comme on sait en France, il y a pas que 2 écoles, il y en a plusieurs. Mais enfin, en gros, quand même, très longtemps, la sociologie française a été bourdivine, comme disent ses adversaires. C'est-à-dire qu'elle croyait précisément que les agents étaient agis ils étaient sur un champ et finalement ils ne connaissaient pas le sens de leur action. C'était le sociologue qui, avec sa science, de l'extérieur, en contre-champ, pouvait expliquer pourquoi les acteurs agissaient de telle et telle manière, comment ils étaient déterminés par leur positionnement sur toutes sortes de champs. C'était très sophistiqué. Vous vous inscrivez dans une sociologie radicalement différente, qui est celle de Boudon. En quoi est-elle si radicalement différente et en quoi ce positionnement qui consiste à dire si les gens pensent ce qu'ils pensent, croient ce qu'ils croient, ils ont de bonnes raisons pour le faire, ajoute quelque chose à la manière dont vous nous démontez les fantasmes du complot. Gérald Bronner. Effectivement, la tradition sociologique dans laquelle je m'inscris, celle de Raymond Boudon et avant celle de Max Weber, consiste tout simplement à essayer de reconstruire l'univers mental des individus auxquels je m'intéresse. Je ne leur prête pas de raisons qu'ils ne pourraient pas énoncer eux-mêmes. Je ne suppose pas que leurs actions sont obscurément déterminées par des causes dont on ne connaît pas l'origine véritablement, parce que c'est la détermination de ces individus, par exemple dans la sociologie bourdieusienne, viendrait de notions comme le champ ou l'habitus, qui sont en fait extrêmement métaphoriques en réalité. Je pratique tout simplement, c'est pour ça que j'ai été convaincu par ce programme, je pratique ce que tout homme de science doit pratiquer, c'est-à-dire la parcimonie conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier les entités conceptuelles sans nécessité. En d'autres termes, si je peux expliquer la chute de ce stylo par l'existence d'une masse qui est celle de la Terre, je ne vais pas rajouter une entité comme un fantôme qui pousserait ce stylo. Le problème, c'est que je ne peux pas démontrer que ce fantôme n'existe pas. C'est pourquoi la science, depuis toujours, a adopté comme socle de base la parcimonie conceptuelle. Donc si j'arrive à expliquer les phénomènes, par exemple, de croyances collectives, en voyant qu'ils sont la conséquence involontaire d'actions et d'interactions individuelles, cela me suffit pour produire un modèle acceptable. Je ne peux pas prétendre qu'il n'y a pas des déterminismes que je n'ai pas vu. Je dis que je pratique ici la parcimonie conceptuelle. Et enfin, ce qui est tout à fait horrible, c'est que il arrive souvent qu'il soit très compliqué de dire à quelqu'un qui vous dit qu'il a lu sur Internet que la Shoah n'avait pas existé ou qu'il n'y a pas eu autant de Juifs détruits et assassinés par le Troisième Reich, qui vous disent oui, je l'ai lu. Prouve-moi le contraire. Ah bah qu'il l'ait lu, je n'en doute pas du tout. Que par contre, qu'il l'ait lu soit sérieux, c'est tout à fait autre chose. C'est extrêmement répandu, ça. Oui, ben c'est la caractéristique. Et là, on est quand même dans des choses qui sont extrêmement graves. Évidemment, de négation de la vérité et de l'histoire. Oui, mais c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre mode contemporain est devenu un labyrinthe cognitif dans lequel il est très difficile de se retrouver. Et donc effectivement, vous allez pouvoir contredire pied à pied chacun de ces arguments, puis vous allez faire une découverte que tous ceux qui ont travaillé sur les croyances ont déjà faite, c'est qu'il ne suffit pas de défaire chacun de ces arguments pour défaire la croyance. Le millefeuille, voilà. Et d'abord, il faut être capable de le faire, ce qui est devenu de plus en plus impossible compte tenu de cette épaisseur argumentative que j'évoquais, mais quand bien même vous y arriveriez, vous ne susciteriez pas pour autant le désamour du croyant pour sa croyance. Sur des sujets moins graves, mais qui concernent tout de même ces croyances, donc dans les théories du complot, comment fait-on tout de même
ensuite avec ce qui serait qu'il y a évidemment des informations qui sont cachées, qu'il y a évidemment des manipulations politiques sur tel ou tel autre sujet. Et comment on fait donc tout de même, vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même dans le livre, avec le bon vieux proverbe ou le bon vieux adage populaire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, bien sûr, à aucun moment dans le texte, évidemment, ce serait stupide. Je prétends qu'il n'existe pas de tentative de manipulation d'opinion publique. Vous dites le problème, c'est qu'à force de crier au loup, il est possible tout de même qu'il y ait des inquiétudes qui soient in fine fondées. Oui, alors ça c'est le plus grave, c'est qu'évidemment, il y a certaines inquiétudes qui sont in fine fondées, c'est ce que j'appelle l'effet Ésope, mais le problème, c'est que ces inquiétudes sont tellement perpétuelles dans le traitement de l'actualité que s'il y avait en effet quelques dangers, ils seraient perdus dans la masse chaotique des dangers que l'on voit partout. Donc en fait, même du point de vue de l'intérêt général, ceux qui s'enorgueillissent d'être des donneurs d'alerte feraient bien de réfléchir aux conséquences très négatives de leur alerte perpétuelle. Ils croient que mieux vaut prévenir que guérir, mais dans ce cas de figure, prévenir fait beaucoup plus de mal que guérir quelquefois. Alors, pour revenir à la question il n'y a pas de fumée sans feu, le problème, c'est que... Pierre-André Taguieff avait identifié les 4 principe de base des croyances conspirationnistes. Rien n'arrive par accident, tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées, rien n'est tel qu'il paraît être, tout est lié, mais de façon occulte. Voilà. Alors quand même un très fort argument pour défaire ces propositions, c'est de dire que si les tentatives de manipulation de l'opinion publique, qu'elles soient des complots ou pas, existent, elles deviennent de plus en plus difficiles à établir, à maintenir sur le long terme. En raison, et ça c'est peut-être un des aspects positifs de cette société de la transparence. Songez à ce qui s'est passé par exemple à Madrid, en Espagne avec les attentats, où il y a eu des centaines de morts. Le pouvoir politique de l'époque, qui allait avoir quelques jours après des élections législatives, peu de temps avant les élections, était donné gagnant. Il leur restait quelques jours à tenir. Seulement, ces attentats les arrangeaient pas du tout parce que l'opinion publique était contre l'engagement de l'Espagne dans la guerre d'Irak numéro 2. Et donc, si c'était un attentat de Al-Qaïda, c'était très mauvais pour le pouvoir politique. Donc, ils ont essayé de faire croire que c'était un attentat de ETA. Ils avaient 2 ou 3 jours à tenir. Mais là, on l'a vu, la pression concurrentielle grâce à Internet, grâce aux médias internationaux aussi, a fait que ce mensonge a été éventé en 24 heures, 48 heures à peine. Donc, c'est quand même la démonstration éclatante que si toutefois il y a des complots, il ne faut pas impliquer trop de personnes. Des complots qui impliqueraient des dizaines ou des centaines de personnes sont à mon avis inimaginables. Il est inimaginable d'imaginer que ces complots puissent tenir longtemps. C'est le meilleur argument qu'on puisse apporter à cette histoire de il n'y a pas de fumée sans feu. Merci. J'ai un petit mot, Brice Couturier. Non, juste c'était l'affaire Aznar dont je voulais parler, parce qu'il ne faut pas se cacher quand même que même les gouvernements les plus démocratiques usent de manipulation. Il y a des politiques de communication, et là l'exemple que vous citez, c'est un des plus probants. Et d'ailleurs, c'est un des paradoxes de la transparence, c'est que comme ces révélations sont de plus en plus fréquentes d'une certaine façon, puisqu'on se fait prendre dans la main dans le sac plus facilement, ça donne comme les armes de destruction massive de George Bush Jr. Absolument, elles ont été dévoilées, quoi qu'on en dise. Eh bien, ça donne à nos contemporains l'impression qu'il y en a de plus en plus, alors qu'il n'y en a pas de plus en plus, simplement elles se voient de plus en plus. Elles deviennent au contraire de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Un dernier mot tout de même, est-ce que les situations économiques de crise sont des terrains et des terreaux favorables à la crédulité? Est-ce qu'il y a des périodes plus ou moins sensibles et qui justement feraient que vous soyez plutôt pessimiste qu'optimiste? Ah bah là, il y a plein de raisons d'être assez pessimiste. Les élections récentes, notamment en Italie, montrent combien, si ce n'est le populisme, au moins la démagogie, je crois que même le premier terme n'est pas excessif, la démagogie s'empare des peuples démocratiques, c'est le talon d'Achille de toute démocratie, dès lors qu'en effet, une colère sourde, qui peut être justifiée par ailleurs, demande une explication manichéenne du monde. Or, le problème... L'empire de la croyance. Absolument. Et le problème, c'est que ces explications sont très rarement, fondamentalement descriptives de notre réel. Merci Gérald Bronner d'avoir...